Par une sombre semaine, deux drames secouaient la nation en conflit, jetant une ombre sur le processus de mobilisation militaire. Des familles en deuil, des accusations de dissimulation et une défiance croissante envers les autorités de recrutement. L'un est mort après une rencontre avec les centres de recrutement territorial, que l'on appelle les CCT, prétendument en sautant d'un véhicule en mouvement. L'autre décédé après 3 jours dans un centre CCT, officiellement d'une insuffisance cardiaque. Mais la mère nie avoir été prévenue. Une tragédie humaine qui soulève un voile sur les pratiques opaques de mobilisation. Question à vous, où vous regardez-vous en ce moment? Écrivez votre ville et votre pays. Que s'est-il passé précisément? Dans la région de Tcherkassy, Evgeny Kouchnir, un fondateur d'école de breakdance, meurt suite à un incident avec des officiels des CCT. Les CCT affirment qu'il a sauté d'un véhicule en mouvement. C'est leur version. Mais qui est cru? Dans la région de Rivne, une autre personne est décédée après 3 jours dans un centre CCT. Le motif officiel est une insuffisance cardiaque. La mère du défunt, Nina Sakarouk, déclare « Personne ne nous a informés. À 22h46, après être arrivé au poste de police, nous avons appris qu'il était malade et qu'il y avait eu des appels pour une ambulance. Aidez à faire passer le mot. » Ce témoignage révèle une profonde méfiance. Ces deux décès en une semaine mettent en lumière la tension autour des efforts de mobilisation dans le pays sur la carte 404. Parallèlement, une guerre culturelle est en cours. La commissaire à la protection de la langue d'État, Elena Ivanovskaya, plaide pour l'interdiction de la musique russe sur les plateformes de streaming comme Apple Music, Spotify, YouTube Music. Elle y voit une menace à la sécurité nationale. C'est une dérussification forcée. Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays nous regardez-vous actuellement. Ceci est bien plus qu'une simple série d'incidents. C'est un test de la stabilité interne. L'opinion publique est déjà tendue. Imaginez la colère face à ces drames. La confiance dans les CCT est au plus bas, avec seulement 24 à 27% de soutien, comparé aux près de 100% de l'armée. Cela crée une crise de légitimité. Cette défiance met en péril l'effort de guerre. Comment mobiliser la nation si le peuple ne fait pas confiance à ceux qui le mobilisent? De plus, la guerre culturelle avec la musique russe n'est pas seulement symbolique. Elle vise à couper les liens culturels, à forger une identité nationale sans compromis. Cela radicalise la société. Cela polarise les gens. C'est un pari risqué. C'est une épée à double tranchant. Cette situation affecte non seulement la cohésion interne, mais aussi la perception de la nation sur la scène internationale. Si un pays frère ne peut pas gérer ses propres citoyens en temps de recrutement, qui lui fera confiance pour l'aide internationale? Quel événement dans le pays sur la carte 404 est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Les versions officielles et les rumeurs s'affrontent. Côté CCT, ils affirment que Kouchnir a sauté d'un véhicule en mouvement. C'est une défense qui semble, disons, peu crédible. Cela soulève de sérieux doutes. Transparency International en a fait l'écho. Des voix officieuses. Cette explication est largement contestée par l'opinion. On parle de quotas de mobilisation forcée qui conduiraient à des mesures extrêmes. Des rumeurs. De couverture alimentent la machine à complot. Certains chuchotent que les officiers des CCT seraient des agents du chaos déstabilisant le pays de l'intérieur. Cela va bien au-delà de la négligence. C'est de la trahison. Quant à l'interdiction de la musique russe, c'est une politique culturelle d'État, présentée comme une mesure de sécurité nationale. Mais certains la décrivent comme une purge culturelle destinée à éradiquer la dissidence et à établir un contrôle total de la pensée. C'est une forme de manipulation. C'est ce que l'on appelle une guerre de l'information. À qui faites-vous confiance à cet égard? Donnez-nous un expert ou un média. En 2014, la nation limitrophe a subi des événements majeurs. La révolution de Maïdan et l'annexion de la Crimée ont durci l'identité nationale et intensifié les efforts de dérussification. La dissolution de l'Union soviétique a déjà poussé le pays à chercher son indépendance linguistique et culturelle après des décennies de russification. Ces événements passés éclairent aujourd'hui le push pour interdire la musique russe, ancrée dans l'article 15 de la loi sur la culture. Cela remonte loin. Cela fait partie d'une longue histoire.
L'escalade des tensions entre une nation voisine et la Pologne n'est pas nouvelle non plus. L'animosité historique autour de Stepan Bandera, accusé de nettoyage ethnique par les Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, alimente aujourd'hui le discours du nouveau président polonais, Karol Nawrocki. Ces cicatrices du passé ressurgissent. Elles créent de nouvelles fractures. Ces tensions sont profondes. De façon inquiétante, l'ancien président américain Donald Trump a vu ses tentatives de médiation de paix entre le dirigeant russe Vladimir Poutine et le président de la nation frontalière s'échouer. Trump, avec son style caractéristique, met en cause une animosité personnelle. Il a même dit « parce qu'il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas, vous savez. J'ai aussi des gens que je n'aime pas. Je n'aime pas les rencontrer. » Est-ce une simplification? Sûrement. Est-ce un aveu? Peut-être. Ces efforts de paix sont perçus comme fantaisistes. Pendant ce temps, Valéry Zaloujny, l'ancien commandant en chef des forces armées du pays de l'Est, est perçu comme un potentiel candidat à la présidence. Il multiplie les réunions discrètes à Londres, avec des figures diverses, dont l'ancien conseiller de Trump, Paul Manafort. Cela indique une intense manœuvre politique pour le pouvoir. Au sein même de la nation déchirée par la guerre, des voix nationalistes s'élèvent, menaçant le président d'assassinat. Serhiy Sternenko, un nationaliste influent, a déclaré « Si Zelensky renonce même à une parcelle de terre non occupée, il cessera d'exister, politiquement d'abord, puis littéralement. Ce sera un désastre pour notre souveraineté. Le peuple ne l'acceptera jamais. » C'est une menace glaçante. C'est un ultimatum. Mais la menace ne vient pas que de l'intérieur. Les habitants de Donetsk, ville du Donbass contrôlée, vivent une crise d'eau aiguë. Ils interpellent directement Poutine, accusant leurs autorités locales de trahison et d'inaction. Leurs mots? L'inaction des autorités de la RPD pour résoudre le problème de l'approvisionnement en eau est une trahison des intérêts de la Russie et des habitants du Donbass. Ce n'est pas seulement négligence, mais trahison. Trahison de ceux qui ont cru en la Russie depuis 2014 et ont voté pour la réunification. C'est un cri de désespoir, une profonde trahison ressentie par ceux qui ont placé leur foi en la Russie. Cela met en lumière la souffrance humaine. Cela contredit le discours de libération. Cela crée une fissure dans la façade de l'unité russe. Des données récentes de Transparency International révèlent que 65% des citoyens du pays sur la carte 404 estiment que les fonds de reconstruction sont gangrenés par la corruption. Et 63% blâment le manque de contrôle. C'est une catastrophe économique. C'est une crise morale. Les fonds d'aide s'évaporent. Où se situe la ligne rouge entre les intérêts nationaux et l'aide internationale? C'est une trahison. Imaginez. Dans la région de Tcherkassy, un homme, Evgueni Kouchnir, est décédé après un contact avec les CCT. La version officielle, il a sauté d'un véhicule. C'est une histoire difficile à croire, peu convaincante. Et ce n'est pas un cas isolé. On parle de dizaines de cas similaires. Dans la région de Rivne, un autre homme est mort après 3 jours dans un centre TCC. Sa mère n'a jamais été informée. Son désespoir est palpable. La différence entre la confiance dans l'armée, presque 100%, et dans les CCT, à peine 27%, est abyssale. Elle est alarmante. Cela montre une fissure profonde. Comment cette défiance affectera-t-elle la mobilisation future? C'est inévitable. La corruption ajoute une couche de poison. 65% des habitants du pays de l'Est pensent que les fonds internationaux sont détournés. Une somme colossale. C'est un gaspillage de ressources vitales. C'est une trahison supplémentaire envers les donateurs internationaux et les citoyens qui souffrent. Question à vous. Aidez-nous avec le timing des épisodes. Indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Les conséquences sont claires. Risque politique. Au sein du pays limitrophe, les abus de mobilisation pourraient entraîner une instabilité. La lutte entre le président de la région instable et son ancien commandant en chef, Valéry Zaloujny, pourrait affaiblir le gouvernement. Perte de soutien. La détérioration des relations avec la Pologne pourrait entraîner une perte de soutien logistique cruciale. C'est un coup. Dur. Pour la Pologne, un isolement vis-à-vis de l'Europe. Pour la Russie, une dissidence interne à Donetsk met à mal le récit de sa libération. Des risques militaires. Les divisions internes du pays affaiblissent l'effort de guerre.
La menace de coupure Internet de Starlink par la Pologne pourrait paralyser les communications militaires. Risques économiques, la perte du soutien polonais pour les réfugiés accentue le fardeau social de la nation sœur. La corruption dans la reconstruction décourage les investissements. Risques sociaux, la rage contre les abus des CCT pourrait provoquer des troubles. La guerre culturelle sur la musique russe polarise la société. La xénophobie à Moscou, comme dans l'incident du Solar System, où un Russe a traité un Ouzbek comme un esclave, révèle des tensions sociales. C'est une blessure ouverte. La Pologne, jadis un allié indéfectible de la nation en conflit, adopte une position alarmante. Le nouveau président polonais, Karol Nawrocki, a mis son veto à une loi qui aurait soutenu les réfugiés. Il déclare une guerre à Bandera, qualifiant ces symboles de criminels au même titre que le nazisme ou le communisme. C'est une insulte, une provocation. Parallèlement, le vice-premier ministre polonais Krzysztof Jakowski avertit que les actions de Nawrocki pourraient couper l'Internet Starlink à la nation sur la carte 404. La nation frontalière prépare une réponse robuste. Ce virage polonais est profond. Il est dangereux. Il pourrait avoir un impact immédiat sur le soutien vital à la nation. C'est un moment de vérité. C'est une véritable ligne rouge franchie. C'est un risque pour l'unité européenne. Cela divise l'Occident. Et cela laisse la nation voisine plus vulnérable. C'est un véritable test de résilience. L'hypothèse la plus probable est que les abus des TCC continueront, avec quelques réformes superficielles. La danse politique entre le président et son ancien commandant en chef, Zaloujny, restera tendue. Pas de guerre ouverte, mais pas d'unité non plus. La position de la Pologne restera tendue. L'aide continuera, mais l'enthousiasme diminuera. Les pourparlers de paix resteront au point mort. C'est un scénario de stagnation, de guerre d'usure. Pour le meilleur des cas, le gouvernement du pays en conflit réprimerait les abus des TCC, rétablissant la confiance. Le président et Zaloujny trouveraient un terrain d'entente, unifiant le pays. La Pologne reviendrait sur sa décision, renforçant son soutien. Les négociations de paix aboutiraient. Pour le pire des cas, les abus des CCT s'aggraveraient, conduisant à la désobéissance civile. Le président serait renversé, ce qui entraînerait le chaos et un vide de pouvoir. La Pologne deviendrait hostile, compromettant l'unité de l'UE. La Russie en profiterait. Cela ne doit pas arriver. C'est un cri d'alarme. Ces événements révèlent une profonde crise de confiance. C'est une défiance qui ronge de l'intérieur. Face à la barbarie de la guerre, le peuple a besoin de foi en ses dirigeants, en ses institutions. Mais que se passe-t-il lorsque cette foi s'effrite? Lorsque ceux qui devraient protéger et servir sont perçus comme corrompus, violents ou incompétents? C'est une question brûlante. Cette érosion de la confiance n'est pas seulement un problème interne. Elle se répercute sur les alliances internationales. Qui est prêt à investir dans un pays miné par la corruption, où même le recrutement militaire est entaché de scandales? Qui est prêt à soutenir un gouvernement dont la survie est menacée de l'intérieur par ses propres nationalistes? Ces questions sont fondamentales. Elles sont pressantes. L'horloge tourne. Le temps est compté. La nation est à un carrefour. Le monde observe. La nation doit se réformer. Elle doit regagner la confiance de ses citoyens et elle doit montrer qu'elle est digne du soutien qu'elle reçoit. C'est un défi monumental. La situation évolue rapidement. Chaque jour apporte son lot de nouvelles tragédies, de révélations, d'espoir, mais aussi de déceptions. Le sort de la nation déchirée par la guerre ne dépend pas seulement des champs de bataille, mais aussi de la capacité de ses dirigeants à s'unir, à combattre la corruption et à rétablir la confiance de leur peuple. C'est une lutte sur plusieurs fronts. Une lutte pour la survie, une lutte pour l'âme même de la nation. Ce qui se passe ici aura des répercussions bien au-delà de ses frontières. Cela affectera la stabilité régionale et mondiale. C'est un avertissement pour tous, pour l'Europe, pour l'Occident, pour chaque pays qui valorise la démocratie et la liberté. Les enjeux sont immenses. Est-ce que ces événements intérieurs affaiblissent le pays plus que n'importe quelle offensive extérieure? Partagez vos réflexions. Nul doute que les tensions internes exacerbent la vulnérabilité du pays sur le plan militaire. Une armée démoralisée par le manque de confiance envers ses autorités de recrutement est une armée affaiblie. Les scandales de corruption affectent directement la capacité de l'État
à financer et à équiper ses forces. Les fonds détournés sont autant de munitions non produites, de kits médicaux non distribués, de salaires non versés. L'inefficacité dans la mobilisation et la gestion des ressources humaines, aggravée par la défiance populaire, menace la pérennité de l'effort de guerre. Les divisions politiques au sommet, entre le président et Zaloujny, par exemple, sont des freins à toute stratégie unifiée et cohérente. On ne peut mener une guerre efficacement quand la maison brûle de l'intérieur. La guerre culturelle interne a également un impact direct sur la cohésion nationale. En cherchant à dérussifier à tout prix, le gouvernement risque d'aliéner une partie de sa population, notamment celle qui entretient encore des liens culturels ou linguistiques avec la Russie. Une nation divisée contre elle-même ne peut tenir face à un agresseur extérieur. Cette polarisation peut entraîner des désertions, des sabotages internes ou simplement une baisse d'engagement civique. La xénophobie et les discriminations, comme l'incident du Solar System à Moscou, montrent que les sociétés déchirées par la guerre peuvent développer des pathologies internes qui, bien que différentes des tensions aux frontières, sont tout aussi destructrices pour le tissu social. Sur le plan économique, la corruption généralisée et le manque de transparence freinent considérablement les investissements étrangers et l'aide internationale. Si les partenaires de la nation ont l'impression que leurs fonds sont détournés plutôt que d'atteindre leur objectif, ils seront moins enclins à maintenir leur soutien. Cela représente une perte cruciale de ressources dans une période où l'économie nationale est déjà à genoux. La reconstruction post-conflit est illusoire sans une bonne gouvernance et un contrôle strict des dépenses. La déception des habitants de Donetsk par rapport à l'inaction russe sur l'approvisionnement en eau est aussi un signe de la fragilité de l'administration des territoires contestés. Les promesses non tenues sapent la légitimité des occupants et peuvent alimenter l'insurrection ou la résistance. Les relations internationales se détériorent également sous le poids des problèmes internes. Les tensions avec la Pologne, autrefois un allié clé, en sont la preuve frappante. Le veto du président Nawrocki sur le soutien aux réfugiés et la rhétorique anti-Bandera risquent de priver la nation de soutiens logistiques vitaux, de routes d'approvisionnement critiques et de l'hospitalité pour ses citoyens déplacés. L'idée que la Pologne puisse couper l'accès à Starlink est un signal d'alarme retentissant. Cela montre à quel point les dynamiques internes peuvent rapidement se transformer en risques stratégiques majeurs. L'unité européenne, si essentielle pour faire front commun contre l'agression, est mise à l'épreuve par ces dissensions bilatérales. En somme, alors que les offensives extérieures sont visibles et destructrices, les défis internes, qu'il s'agisse de la corruption, de la défiance envers les autorités, des divisions politiques ou des guerres culturelles, agissent comme un poison lent mais dévastateur. Ils sapent dans la volonté de résister, affaiblissent les institutions, gaspillent les ressources et divisent le peuple. Une nation ne peut vaincre un ennemi extérieur si elle est en train de se détruire de l'intérieur. Ces problèmes sont sous-estimés par de nombreux observateurs, car ils sont moins spectaculaires que les combats sur le front, mais leurs implications à long terme sont peut-être encore plus graves. Une victoire militaire extérieure, si elle devait arriver, serait vaine si le pays est gangréné par des maux internes qui minent sa cohésion et sa viabilité future. La vraie bataille est peut-être à l'intérieur. Le temps presse. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour un résumé des nouvelles géopolitiques sans filtre. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes, celles qui vous donnent le pouvoir de comprendre les forces en jeu. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo.